Bonjour, bienvenue, nous sommes en direct de la chapelle de Contis pour une émission très spéciale. Une émission qui a été complètement réalisée par une quinzaine de jeunes dans le cadre du programme Passeurs d'images. Donc c'est un programme qui vise à ouvrir les jeunes à l'éducation artistique et culturelle et notamment au cinéma, donc dans le cadre du Festival du film de Contis. Donc depuis mercredi, une quinzaine de jeunes de l'AEJ XL du département, du Café Musique de Mont-de-Marsan et du programme Bivouac Plus de la SMALA travaillent pour vous proposer cette émission. Donc toutes les chroniques, toutes les interviews et toutes les vidéos que vous verrez dans le cadre de cette émission ont été complètement créées de A à Z par eux. Voilà, donc je me retrouve déjà en présence de Kevin, Lise et Louis. Donc bonjour à tous les trois. Bonjour Meredith. Bonjour Meredith. Alors pendant cette semaine, sur quoi vous avez travaillé vous ? Alors, avec notre groupe, on a été accompagnés tout au long du festival avec Emmanuel Laborie et nous avons observé et nous nous sommes intéressés à tous les films des différents programmes qu'il y a eu, des courts-métrages et des longs-métrages, afin de pouvoir vous en parler lors de cette émission. Donc, nous allons vous présenter 2 interviews que nous avons pu enregistrer précédemment, que nous avons montées et encadrées dans des lieux magnifiques. Et ensuite, mes collègues vont vous parler de leur coup de cœur qu'ils ont eu sur plein d'autres petits films et que nous n'avons pas pu interviewer leur réalisateur. Ok, merci Louis pour ce sommaire. Du coup, Lise, toi, je crois que tu veux nous parler de Adieu Tortue, c'est ça ? C'est ça, du coup c'est le tout premier court-métrage de Céline. C'est assez étonnant. Du coup, l'héroïne, c'est une petite fille qui a vraiment bien joué. Donc voilà, je vous laisse voir les images. Ok, super. Mais on regarde ensemble les images et on se retrouve juste après. Cet endroit, c'est les montagnes de mes grands-parents. Et en fait, moi, ce qui m'intéressait, j'ai passé beaucoup mes étés là-bas, et ce qui m'intéressait, c'est la présence de brouillard dans toutes ses formes. Parce que parfois, tu peux te retrouver complètement dans le brouillard, ne pas voir à 1 mètre de toi. Et parfois, tu vois le brouillard en bas comme un mer de nuages. Et du coup, ça crée une espèce d'être perdu dans le temps. Et puis, ça a quelque chose d'un peu magique. Du coup, j'avais toujours voulu de faire un film là-bas. Moi, j'ai toujours imaginé cette histoire un peu comme une conte. Enfin, c'est très... tout ce qui se passe, c'est réel, il n'y a pas d'éléments fantastiques, etc. Mais j'ai quand même essayé de créer une atmosphère et que ça ne soit pas non plus très documentaire. Oui, je voulais juste faire 2 personnages qui ont une histoire précise et importante avec ce territoire et ce paysage, mais qui sont aussi un petit peu perdus dans leur conflit intérieur. Dans ce paysage-là. Donc, ouais, elles sont un petit peu... elles ont quelque chose de miroir un peu dans ce sens-là. Mais justement, je m'étais fait la réflexion, je m'étais dit qu'il y avait comme une sorte de miroir entre les 2 filles, que chacune se voyait un peu dans l'autre. Et je voulais voir peut-être avoir ton avis sur tout ça, ce qu'elles ressentent l'une pour l'autre, ce genre de choses. Moi, j'ai toujours imaginé que c'était un peu les mêmes personnages qui fait miroir. Et après, j'ai pas non plus essayé de trop pousser ce truc-là pour laisser la liberté aussi aux spectateurs. J'ai essayé de faire quelque chose comme si on pouvait imaginer aussi que finalement, une des filles n'existe pas vraiment. Enfin, comme si en fait, cette petite fille avait imaginé la grande fille. Mais peut-être pas, je ne sais pas. Pour moi, dans ma tête, c'est comme si elle avait aussi imaginé pour dépasser sa sidération après la mort de sa mère. C'est comme si elle avait passé sa journée avec une personnage imaginaire. Du coup, je voulais féliciter la petite pour son rôle. Elle a très très bien joué. Je me demandais, est-ce que c'était naturel pour elle ? Est-ce qu'on l'a un peu dirigée sur le plateau, ce genre de choses ? La petite fille, je l'ai trouvée dans une école. En fait, j'avais très peur de ne pas trouver une petite fille qui soit bien, parce que tout le film, si elle était mauvaise, le film serait mauvais, je pense. Enfin, c'est sûr. Et donc j'avais trop la chance de la trouver. Dès que je l'ai vue, elle avait une présence très très forte.
et une tristesse ou une mélancolie naturelle. Et donc pendant le tournage, elle était très professionnelle. Elle écoutait tout ce que je disais très soigneusement et dès que en fait j'essayais de donner des directions très précises de jeu, elle n'arrivait pas à le faire. Mais dès que je disais il faut que tu ressentes cette émotion à ce moment-là, là elle comprenait l'émotion qu'il fallait donner et elle le faisait très bien. Après dans sa, enfin même si elle fait rien, cette fille elle a un truc impressionnant. Donc elle est quand même assez naturelle. Mais elle comprenait tout ce qui se passait dans le tournage, les émotions qu'il fallait donner, donc c'était trop agréable de travailler avec elle. Super, nous revoilà à la chapelle de Contis. Lise, est-ce que tu as apprécié cette discussion avec la réalisatrice de Adieu Tortue? Oui. Ouais. Elle était très sympa, très gentille. On a bien rigolé aussi hors caméra, très sympathique. Ok. D'ailleurs, donc tu parles de rigoler. Il y a un court-métrage qui nous a pas mal fait rire. C'est celui dont tu vas nous parler, donc, Kevin, c'est La Passion selon Karim, c'est ça? La Passion selon Karim. Ok, donc toi, tu as décidé de nous parler de ce film, c'est ça? Qu'est-ce que ça raconte? C'est quoi comme histoire? Alors ce film raconte l'épopée de jeunes scouts qui théâtralise un peu la crucifixion du Christ et qui mêle ça habilement avec ironie et complexité dans le métrage. Ok, et donc vous avez également rencontré le réalisateur, c'est ça? Exact, qui a eu la gentillesse de nous offrir une interview que voici. Ok. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Et qu'on va découvrir à l'instant, et on se retrouve juste après. Ok. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria. Ce qui m'amusait, c'était de vraiment de partir au premier degré du personnage. C'est-à-dire que le personnage de Karim il soit vraiment, comment dire, même comme la façon dans laquelle j'ai dirigé l'acteur et tout, là, il fallait vraiment qu'il soit au premier degré de ce qu'il vive et qu'il commande pas, donc ce qu'il a très bien fait. Et pour moi, c'était de là qu'allait naître justement l'humour et l'ironie. Donc voilà, pour moi, l'ironie, elle provient plus on est sincère avec le but du personnage qui peut paraître un petit peu étrange, mais si lui il le prend comme quelque chose de très normal et qu'on filme comme quelque chose de très normal, je trouvais que c'était là que l'humour allait arriver du coup et l'ironie voilà éventuelle. Donc pour moi voilà l'ironie, je voulais pas trop appuyer le truc ou le souligner. Pour moi il fallait vraiment que tout soit joué premier degré et ensuite l'ironie arrive parce que la situation de fait voilà elle peut prêter à sourire. Gloria, Gloria. J'aime bien quand on stylise un peu l'image, ce qui pour moi n'empêche pas d'accéder à la vérité des personnages. Et du coup, là, l'idée, c'était de vraiment avoir beaucoup de couleurs. Par exemple, tout ce qu'est les costumes des scouts et tout. Je sais que j'avais dessiné les foulards rouges et jaunes. Enfin, on avait tous les petits, je sais pas comment on appelle ça, les trucs qu'ils ont, les badges, pardon, qu'ils ont sur leur chemise. Voilà, tout ça, c'était des trucs, voilà, vraiment bien vu, enfin, réfléchis en amont, je veux dire. Oui, tout à fait, il y a un parallèle effectivement entre le parcours de l'artiste qui veut pousser son œuvre au bout et oui, il y a le chemin de croix du Christ qui est obligé de passer par le Christ, par une longue souffrance, alors en l'occurrence physique, un artiste, c'est pas forcément une souffrance physique, mais en tout cas, voilà, le Christ qui passe par cette longue souffrance pour après arriver à l'envol et justement une forme de félicité suprême, quoi. Donc Pierre-Marie et Karim, oui, ils ont une relation, enfin on peut apparenter ça à du BDSM, mais ça reste assez doux. Enfin je veux dire, il y a une tendresse, parce que pour moi c'est pas incompatible, je pense qu'on peut représenter du BDSM avec une certaine tendresse. Et en fait ça m'intéressait de passer par ça, parce que je trouve que la religion catholique, c'est une lecture en tout cas, j'ai toujours trouvé qu'il y avait potentiellement une notion un petit peu SM dans la religion catholique, dans les représentations. C'est-à-dire on a beaucoup de représentations du Christ qui est en sang, qui est attaché à une croix, enfin qui est cloué à une croix. Donc il y a quand même quelque chose avec la souffrance qui est quand même assez
Pareil, Saint-Sébastien, qu'on voit sur... Et en fait, moi, ça m'a toujours intéressé de lier, parce que moi, j'ai une éducation... Maintenant, je suis athée, mais j'ai une éducation catholique. Et ça m'a toujours intéressé de relier érotisme et religion. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Qu'est-ce que tu me fais, Karim? C'est pas l'extase, là? Donc on se retrouve à la chapelle de Contis pour l'interview de deux jeunes scénaristes, Anna Souletti et Virgile Baller. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Donc vous participez à un programme qui s'appelle Talent en cours. Est-ce que en quelques mots vous pouvez nous en parler et nous expliquer? Carrément. Talent en cours, c'est un programme de workshop qui se fait entre 4 festivals en Nouvelle-Aquitaine et dont la première étape, c'est le festival de Contis qu'on fait donc cette semaine, avec chaque jour, entre les séances de visionnage, des ateliers d'écriture. Très bien. Et après, on se retrouve avec Poitiers, le FIFIB à Bordeaux et Brive en dernière étape. Voilà. Très bien. Et quel a été votre parcours pour arriver jusqu'à Talent en cours, par exemple depuis l'école? Bon, on en a 2 très différents, toi et moi. Moi, j'ai fait des études de philosophie. J'avais fait un peu de cinéma au lycée avec une option, une spécialisation dans le CAV, donc en cinéma audiovisuel. Et après, j'ai fait des études de philosophie, travaillé un petit peu, et puis je suis repartie en études de cinéma en licence. Et une fois que j'ai eu bouclé cette licence, j'ai tenté Talent en cours avant de tenter une école, en me disant peut-être que je pourrais faire ça dans un cadre plus libre que ça. Et voilà, où me voilà. Et toi, c'est très différent? Ouais, moi je viens de l'architecture à la base. J'ai fait quelques années d'études là-bas, donc rien à voir. Après, pendant le confinement, j'ai arrêté et je me suis mis à essayer des choses, donc plutôt tourné vers l'art. J'ai fait de la médiation culturelle pendant une année qui m'a fait découvrir plein de champs que j'ai eu envie d'explorer après ça. Et donc un peu par hasard, j'ai fini dans une formation qui s'appelle Académie Mano, où on faisait des films documentaires en groupe. Et donc ça a abouti à la création d'un film qui a permis d'avoir un objet à montrer qui m'a permis d'intégrer Talent en cours après coup. Enfin, entre autres. Super. Et est-ce que vous pouvez nous parler de quelques difficultés que vous avez peut-être rencontrées lors de l'écriture, surtout liées à l'écriture d'un scénario? Il y en a. Il y en a. Les plus importants peut-être? Pour moi, la plus importante, ça a été d'imaginer le futur dans un documentaire. T'imagines des situations sans aucune certitude de ce qu'elles donneront. Et donc, tu te retrouves dans cet exercice étrange qui est d'imaginer des dispositifs dans lesquels des choses hypothétiques se passeront, sachant qu'elles ne peuvent ne pas arriver. Et donc, c'est un peu de l'improvisation prévue. Enfin, je ne sais pas comment dire. C'était très difficile à envisager comme exercice. Voilà. Je crois que moi, c'est peut-être un peu plus attendu comme difficulté, mais c'est un peu pour ça que j'ai demandé Talent en cours aussi, parce que en réalisatrice en herbe ou en devenir, quand tu écris, bon, tu peux être efficace un temps, mais il y a aussi un instant où tu as donné ce que tu avais donné avec ta subjectivité. Et puis, j'ai eu l'impression de rencontrer, par exemple avec le projet que j'ai proposé à Talent en cours, un moment où ce que tu avais donné s'épuise un petit peu. Et il te faut d'autres interlocuteurs aussi qui soient capables de te sortir de la boucle dans laquelle tu es, qui pointent quelques questions qui te semblent pas forcément évidentes quand c'est ton projet. Et je crois que ça, on s'est rendu compte quand même pendant 3 jours là, que écrire à plusieurs, même sur des projets individuels, c'est quand même une sacrée chance. Ça file un bon coup de main, oui, honnêtement. Le partage fait vraiment... En plus, on a tous des expériences très différentes. Ouais. Donc on se nourrit vraiment les uns les autres. Et puis des projets qui se ressemblent un peu pourtant. Mais oui, donc ça aide énormément, je trouve, un dispositif comme celui-ci pour écrire. Très bien. Vous avez commencé à en parler. Est-ce que vous pouvez chacun à votre tour nous parler un peu de votre projet, justement, à Talent en cours? Allez, si tu veux, je me lance. Moi, dans les grandes lignes, parce qu'en plus, c'est des projets qui sont à leur début, donc forcément, on n'a pas encore toutes les cartes en main pour les décrire. Moi, c'est une réinterprétation du conte de La Belle et la Bête,
dans un angle qui devient plus une forme de découverte érotique et émancipatrice pour les deux personnages, plus qu'elle ne suit le conte original. Voilà. Et toi, je te laisse y aller. Moi, c'est une investigation, ou plutôt une enquête sur la possible restitution d'une coiffe de guerre de natifs américains. Et dont j'essaie de comprendre la valeur symbolique sacrée que ça a pour les natifs américains de l'époque et l'exotisme dont elle fait l'objet aujourd'hui et qu'elle est en Europe et exposée comme un objet de fascination. Comme ça, on n'a pas l'air d'avoir des projets qui se ressemblent et pourtant un petit peu. C'est vrai. Ça a l'air super, j'espère qu'on pourra très vite en entendre un peu plus sur ça. Et pour finir, est-ce que vous auriez la possibilité de nous donner quelques conseils pour ceux qui nous écoutent, par exemple pour ceux qui veulent se lancer dans ce monde qui peut paraître un peu difficile, premiers abords? Là, c'est une question délicate parce que c'est un peu à ça que sert Talent en cours aussi, qui est quand même un dispositif qui nous donne un coup de main quand on n'a pas forcément un pied déjà dedans, pour quelque raison que ce soit. Mais je dirais de viser des dispositifs aussi comme cela, d'essayer de chercher des endroits. Enfin, il y a des aides à l'écriture, il y a des aides à la création, et je dirais qu'on fonctionne souvent mieux à plusieurs que tout seul, et que le cinéma se fait rarement tout seul. Ouais. Et j'ajouterais faire des films avec ses potes en amont de ça. Complètement. Non, mais c'est vrai. Enfin, commencer par faire. Ouais. Okay. Super. Très bien. Et merci à tous les deux d'être venus nous partager votre expérience sur ce plateau. On vous remercie et peut-être qu'on se recroisera du coup ce soir dans la super soirée DJ set, les fameuses soirées du festival. Merci à tous les deux et puis à très vite. Merci. Nous revoilà et donc on a le plaisir de retrouver Lise et Kevin après ce petit interview brillamment mené par Louis ici présent. Merci. Alors donc Kevin, Lise, Louis, vous avez quand même vu pas mal de courts-métrages. Donc là on a vu l'interview des deux réalisateurs, donc de Adieu Tortue et de La Passion selon Karim. Ensuite je crois qu'il y a d'autres courts-métrages qui vous ont marqué. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Oui, il n'y a pas de problème. Il y en a un en particulier qui m'a marqué, et qui je pense a marqué tout le monde d'ailleurs, c'est Le Chant des Bêtes. En fait c'est un court-métrage qui met en scène l'horreur qu'il peut y avoir dans les abattoirs, et que nous forcément on ne voit pas. Et ça met en lumière un peu tout ce que peut subir un animal dans un abattoir. Mais ce que j'ai aimé particulièrement dans le film, c'est un peu l'esthétique qu'il y a eu. Parce que je ne mets pas à l'ombre le message, qui est important. Mais ce qui m'a vraiment plu, c'était ce côté film d'horreur, found footage, qui reprend un peu les codes de Blair Witch. Et niveau esthétique, moi étant fan d'horreur, j'ai extrêmement apprécié. Et donc voilà, okay. C'est un peu tout. Et toi Lise, qu'est-ce que tu as pensé de ce film? Déjà... terrifiant, atroce, mais nécessaire. Ce qui m'a choquée, évidemment, c'est les images qui sont réelles, des animaux qui se font tuer, qui sont extrêmement violentes dans des conditions atroces. Ça fait une dizaine d'années que ça a été signalé, c'est toujours le cas, c'est atroce. Donc déjà, ce film peut ouvrir les yeux sur ça, parce que je faisais partie des gens qui pensaient que c'était passé et ça allait mieux aujourd'hui. Non. Mais ça parle aussi d'un sujet dont j'avais jamais entendu parler avant, donc la santé mentale des gens qui travaillent dans ce genre d'endroits, dans les abattoirs. Il y a un taux de suicide et de dépression qui est immense. En même temps, on peut bien imaginer que c'est pas des conditions dont on rêve. C'est clair. Donc tu évoques là le fait que le film parle de santé mentale. Il y a un autre film, je crois, qui évoquait la santé mentale, c'est... Pleure pas Gabriel, du coup. En effet, j'ai beaucoup aimé ce court-métrage. Il parle d'un homme, du coup, qui s'appelle Gabriel, qui est professeur, qui est malheureusement il est suicidaire,
mais il trouve quelqu'un qui l'accepte tel qu'il est et ils vivent un très bel amour, je l'espère en tout cas. Donc ce film m'a marqué parce qu'il traite de la santé mentale masculine qui n'est pas un sujet souvent évoqué. Et surtout, on voit un homme qui est sensible et qui pleure, alors qu'on nous rabâche qu'en effet, les hommes ne peuvent pas pleurer, qu'ils ne peuvent pas ressentir. Donc je trouve ça super de mettre ça en avant, justement, de montrer que c'est OK même, qu'on a le droit d'être nous, peu importe notre genre. Et du coup, à côté de ça, je voulais souligner du coup que, en effet, peu importe si on se sent mal, si on se sent seul, on est valide et on a le droit de trouver quelqu'un qui nous comprend et qui nous accepte. Ok, merci pour ce témoignage. Kevin, toi, quel autre film t'a marqué ? Alors, pendant une soirée, j'étais intéressé par un film qui s'appelle Let's Get Lost. Et étant amoureux de musique, je me suis dit pourquoi pas aller voir. Et j'ai pris une claque parce que ça parlait du grand musicien de jazz américain Chet Baker. Et dans ce long métrage, ce qui m'a marqué, c'est un peu la tumulte qu'a eu l'artiste, parce qu'il a vécu avec la drogue. Il faisait même des mélanges assez bizarres quand même, héroïne, drogue, ce qu'il appelait du speedball. Et il s'est détruit malheureusement lui-même, alors qu'à côté, il faisait quelque chose d'absolument étonnant. Un jazz qui était méprisé par certains en Californie, et qui était réputé comme du jazz cool. Et donc, moi, ce qui m'a marqué, c'est que cet artiste a une vie, pas de débauché, mais on va dire qu'il a une vie difficile, qui s'est détruite, alors qu'à côté, il a fait une œuvre totalement incroyable, pleine de poésie, des notes à la trompette qui étaient éthérées. Et si je peux vous conseiller un morceau de cet artiste, ce serait Almost Blue. Ok, super. Merci, très beau témoignage tous les deux des films que vous avez appréciés. Je trouve que c'est hyper intéressant d'avoir ce retour-là, déjà parce que ça montre toute la diversité qui a été proposée dans la programmation du festival. Et c'est vrai qu'il y a des séances, on ne sort pas indemne. Et il y a des films qui font réfléchir. Et Emmanuel Laborie, qui est ici présent quelque part, a dit quelque chose de très juste l'autre jour. Oui, toi Emmanuel. Tu disais que le cinéma ne nous montrait pas forcément quelque chose qui était plaisant à voir. Le cinéma, c'est aussi quelque chose qui nous amène à réfléchir. Voilà, donc c'est hyper intéressant de voir que cette semaine fait réfléchir. Donc bravo au festival pour cette belle sélection. Donc vous avez vu pas mal de films. Il y a un groupe qui, lui, s'est concentré sur un seul film pendant tout ce festival. C'est le film Pibal. Donc on va en parler dans quelques secondes. Et merci à tous les trois pour vos témoignages aujourd'hui. Merci Meredith. Merci à toi Meredith. Et merci au festival. Merci au festival. Merci. Ok, ce sera bien. Ouais. Timoko, Mathis, bonjour. 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 Alors, vous avez travaillé sur le film Pibal, c'est ça ? Exact. Ok. Mathis, est-ce que tu peux nous dire ce que c'est le film Pibal ? Alors, l'histoire de Pibal, c'est un jeune homme de 16 ans qui a pour nom Amir, qui passe ses journées à traîner avec ses potes et à rapper. Et donc un jour, dans une sorte, on va dire une cafétéria, il découvre une jeune slameuse qui va complètement le faire travailler psychologiquement. Ok. Et donc cette jeune slameuse, c'est qui ? No spoil. No spoil, ok. Donc il faudra voir le film. C'est un film d'ailleurs, Pibal, qui est en compétition Nouvelle-Aquitaine. Voilà, et qu'on a eu la chance de découvrir ici à Contis. Donc toi, Timoko, tu l'as vu ce film ? Oui. Ok. Qu'est-ce que tu en as pensé ? Alors moi, j'ai beaucoup aimé les images. C'était très graphique, très très beau. J'aime bien les plans fixes. Et donc là, on voyait bien la nature et donc Contis. J'ai beaucoup aimé la musique aussi. La musique était superbe et le message, le dénouement, comment tout ça se dénoue à la fin, j'ai beaucoup aimé. Ok. Et tu viens de souligner quelque chose d'assez intéressant et qu'on n'a pas encore dit, c'est que c'est un film qui a entièrement été tourné à Contis. Mathis, qu'est-ce qui t'a plu toi dans ce film ? Moi, ce que j'ai aimé, c'est l'amitié entre les personnages, malgré que des fois, ils se descendent un peu. Mais j'ai aimé que
en fait, même dans les moments difficiles, ils sont tout le temps soudés et ils s'entraident les uns les autres, quoi. Et c'est ça que j'ai beaucoup aimé dans ce film. Ok, effectivement, Pibal, je crois que dans la volonté du réalisateur Adrien Benoliel, il y avait l'idée de proposer en tout cas une histoire d'amitié. Et il y a aussi une intention esthétique dans le film. Tu parlais un petit peu de l'esthétisme du film, il y a un peu de grain, un côté vintage. Oui. Je crois que vous avez rencontré Adrien, c'est ça ? Exact. C'est ça. Ok. Vous avez rencontré Adrien dans le cadre d'une interview. Oui, c'est ça. D'ailleurs, on peut vous la présenter. Ok, super. Bon, du coup, on découvre ensemble l'interview d'Adrien et on se retrouve juste après. Hey, putain. Hier encore, un jour de plus, des rêves de gosse en fumée. Et terminus, tu baisses les yeux ou bien tu changes de trottoir. Si t'as pas de couilles pour un tête-tête de regard. Enfant sauvage, le dernier des Apaches. Une bande de pibales. Merci à Comet et au Festival de Contis de nous permettre de vous présenter le film et de présenter aussi les coulisses du tournage. Voilà, mais c'est un film qui a été tourné ici, à Contis. Moi, c'est un endroit pour lequel j'ai un coup de cœur. Pour Contis, je sais pas pourquoi. Parfois c'est pour des gens, parfois c'est pour une musique, parfois c'est pour un village. Moi, c'est pour Contis. Et donc j'avais envie de le filmer, comme on a envie de filmer souvent. On a un coup de cœur pour un comédien, on a envie de faire un film avec lui, mais moi j'avais envie de faire un film avec ce village. Alors bonjour, mon nom est Mathis et aujourd'hui nous allons rencontrer Adrien qui a réalisé le film Pibal. Bonjour Adrien. Bonjour. Oh, le titre Pibal. Il se trouve que Pibal, c'est l'alevin, c'est le bébé de l'anguille. Dans le sud-ouest, c'est aussi un peu une insulte. C'est pas une insulte très méchante, mais moi quand j'étais petit, on disait ah, t'es vraiment qu'une Pibal, c'est que t'es qu'un petit, quoi. T'es un peu un bébé cadom, tu vois. Ouais, t'es un peu, t'es un peu un petit gosse, quoi. Et vu qu'il y avait ce côté un peu invective, il se balance un peu des vannes, des machins, et que c'est un peu des sales gosses comme ça, je trouvais que ça leur allait bien Pibal, quoi. Et je trouvais que j'aimais bien la sonorité. Et faire en sorte aussi que le film ait un titre régional. Le tournage, il a duré seulement 4 jours, parce qu'on a eu une bonne préparation, on arrive en amont sur le décor avec le chef opérateur. Pendant 2 jours, on a beaucoup travaillé, ce qui nous a permis de gagner une journée de tournage, quoi. On a été très efficace. En écrivant, je savais déjà que j'allais tourner ici à Contis, parce que j'avais envie de cette ambiance un peu western, comme ça, en plein hiver quand il n'y a personne, avec le vent, les vagues, la solitude, les trucs comme ça, j'aimais bien. On est sur un des décors du film Pibal, c'est la dernière séquence qu'on a tournée du film. Le défi un peu de ce lieu, il y en avait plusieurs, déjà c'était un tournage de nuit, donc déjà c'est plus compliqué pour la lumière. Ensuite il y avait une soirée dans le bar chez Dan, avec beaucoup de musique, donc c'est un autre défi. Et en même temps j'aimais bien ce lieu, je trouvais ça ramenait le côté un peu street que ces mecs-là s'inventent un peu, alors qu'ils habitent dans un village où il n'y a que du sable, quoi. Et donc j'aimais bien ramener ce côté un peu avec le petit truc de basket et tout, le skatepark. Et en plus il y avait des mecs qui faisaient du skate ce soir-là et tout, donc c'était cool. Je voulais raconter une histoire. Il n'y a pas vraiment, c'est pas un film à message, quoi. C'est plus raconter le quotidien de jeunes et dire que on a tous une histoire différente, on est tous différents. Voilà, c'est pas forcément un film à message, c'est plus un film à émotion, quoi. C'est chacun, j'ai envie que chacun ressente quelque chose en regardant le film, mais moi j'ai pas de message à faire passer particulièrement. D'accord. Voilà. Je vous remercie. Merci. Et voilà, une nouvelle invitée sur le plateau. Bonjour Irène. Bonjour. Alors, Irène, vous avez travaillé sur le film Pibal, c'est ça ? Ouais. Ok. Et du coup, je crois que Timoko a quelques questions à vous poser à ce sujet. Exactement. Dis-moi tout. Alors, est-ce que déjà vous pouvez nous expliquer votre métier de script ? Oui. Et je pense que c'est pas mal de l'expliquer parce que c'est un métier qui souvent est un peu méprisé, même au sein propre d'un tournage. Le métier des scripts, on l'équivaut un peu au monteur sur place. C'est-à-dire que c'est la personne qui va être garante du fait que le film puisse être monté. C'est-à-dire que dans un tournage, on ne va pas forcément enregistrer tous les séquences, tous les plans dans la chronologie de l'histoire, mais la plupart du temps, ça se fait dans un ordre complètement disparaît,
je sais pas si ça se dit disperse, bafouillis, Dispersé. quoi. Ouais. Voilà. En gros, c'est un gros puzzle. C'est un gros puzzle et on construit les pièces une par une de manière aléatoire, pas aléatoire. Il y a des raisons évidemment. Et ensuite, le monteur en post-production vient mettre les unes après les autres et faire une proposition aussi artistique. Donc le métier des scripts, c'est de s'assurer que ces pièces-là vont être montables. Et ça se fait par des... il faut que la script, en fait, soit attentif à ce qu'on appelle la continuité. Mais la continuité, donc on le disait à la masterclass, ce n'est pas seulement faire en sorte qu'il y ait toujours le même niveau de bière dans le verre. Même c'est des détails qui souvent ils se voient pas. Si on est pris dans l'histoire, si on est pris dans le rythme, normalement on voit pas ça. En revanche, si on a un saut d'axe qu'on dit qui n'est pas voulu, ou une direction de regard qui n'est pas bonne, ça pour le coup on va le voir et il y a un truc, on va pas savoir pourquoi, mais il y a un truc qui est bizarre. Donc ça crée des faux raccords. Exactement, c'est ce qu'on appelle des faux raccords. Mais des faux raccords qui peuvent être au-delà de... Donc il y a la composition du cadre, donc la direction de regard, il y a la composition propre des personnages dans le cadre, il y a les sorties, les entrées, mais il y a aussi, par exemple, typiquement, un plan, il y a un personnage qui court en forêt, et tout d'un coup, il rentre dans une église, la chapelle de Contis, et bien ça se trouve, il y a un plan qui s'est tourné 3 jours avant, et bien il faut que le rythme des courses, c'est tout bête, mais qu'il soit à peu près le même, qu'il soit le même niveau de transpiration, qu'on voit dans son attitude, qu'il y a une vraie suite logique. Alors que dans la réalité, on l'a fait beaucoup de jours plus tard, par exemple. Ça a l'air super difficile. Ça dépend des scénarios, à vrai dire. Il y a des scénarios qui sont très faciles et d'autres qui vont être beaucoup plus challengeants, mais il faut juste être attentif. Et aussi, c'est dire que des fois, il faut prioriser justement une continuité d'émotion, de vitesse, de cadrage, de composition, qui est effectivement, comme on disait, le niveau des bières dans le verre. C'est un peu dans le détail. Disons qu'idéalement, il faut aussi regarder ça. Mais des fois, on travaille toute seule. Ça, c'est la différence avec tous les autres postes de cadre dans un tournage. Et si on rate quelque chose, c'est pas genre, par exemple, quelqu'un qui travaille en décor, on lui a demandé de trouver un canapé bleu et il a trouvé qu'un canapé rouge. Si ça se trouve, le réalisateur décidera de ne pas... d'utiliser une alternative. Quand tu es un script et tu n'élèves pas ta main pour dire il y a un truc qui ne va pas, ça se verra un montage. Et un montage, pour le coup, ça va être plus délicat parce qu'il n'y aura pas forcément d'alternative. Donc on a une certaine responsabilité vis-à-vis du monteur par la suite. Ouais. D'accord. Ça donne envie. Hein. Ouais. Ça a l'air très complexe. Est-ce que vous avez vu le film avant qu'il passe, qu'il soit projeté à la compétition ? Non, je l'ai découvert le jour même, j'avoue. Il y avait eu une projection à Paris, mais je ne pouvais pas y aller, donc non, c'était une première pour moi. Et quels sont, donc, je vais reparler un peu du métier de script. Ouais. Quelles sont les plus grosses contraintes que vous pouvez avoir ? En termes des problématiques du métier, alors déjà, effectivement, il y a pas mal de choses auxquelles on doit être attentif. Donc, des fois, ça nécessite une concentration assez précise sur des moments courts, parce que souvent, on est sur le speed dans un tournage. Et au-delà de ça, il y a aussi peut-être faire entendre sa voix, je dirais. Parce que ça dépend des réalisateurs. Je veux dire, moi-même, je réalise à la base et j'entends le fait qu'il y ait des réalisateurs, réalisatrices on a des problèmes bien plus importants auxquels faire, des choses auxquelles on fait attention et qui sont plus importantes à nos yeux. Mais la script, justement, si tout se passe bien, normalement, on l'entend pas. C'est quand on l'entend, c'est qu'il y a des trucs qui vont pas. Et des fois, selon les réalisateurs, réalisatrices, on a un peu du mal à faire valoir son avis, qui n'est pas forcément, ni bon ni mauvais. C'est juste une question on va dire, c'est plus scolaire dans le sens du montage.
Après, on entend aussi qu'il y a des réalisateurs et réalisatrices qui ils vont avoir une idée du montage qui est au-delà de ce qu'ils ont choisi au départ sur le découpage. Et c'est une question de communication, de faire comprendre. Mais bon, des fois, dans le stress ou dans la vitesse du tournage, on ne prend pas forcément ce temps-là. Et du coup, voilà. Bon, en gros, le script dit il y a un problème. Après, c'est au réalisateur de le prendre ou pas. Ce n'est pas notre responsabilité pour le coup. Et dernière petite question, quel est votre meilleur souvenir du tournage de Pibal? Oui. Alors, c'était une question qui avait été posée à la masterclass, que je pense que je vais rester sur ma réponse. C'était, je pense, la dernière scène qu'on a tournée, qui, pour le coup, au montage, c'était aussi la dernière. Donc, ça, c'était dans la chronologie. C'est une scène où on voit tous les personnages. C'est un peu la finale de leur concours de slam. Et du coup, on retrouve tous les personnages distancés dans la scène. D'autres personnages qui sont à on, de la figuration. Et donc, du coup, on tournait à 2 caméras. Donc, c'était plus challengeant parce que tout simplement, déjà, tu n'es qu'une seule personne, donc tu tournes à 2 caméras. Bon, ce qui était la plupart de scènes dans le film. Et il faut faire en sorte que tous ces plans-là puissent monter, sachant que dans ce genre de séquence, le réalisateur, c'était le cas, c'est normal, vont explorer des trucs qui n'étaient pas dans le découpage. Il y a le chef-op aussi qui va faire beaucoup de propositions. Donc en fait, c'est essayer de rester un peu dans cette vision de puzzle et d'essayer de faire en sorte que tout puisse être une alternative de montage. C'est-à-dire que l'idée, c'est qu'à la fin, quand le monteur se retrouve avec tout le matériel en face, il ait plusieurs alternatives, puisque au-delà du découpage du scénario qui a été établi par le réalisateur et le chef-op, que le monteur, en compagnie du réalisateur, puisse se dire « Ok, ça c'est le montage qu'on avait prévu, maintenant on va jouer avec ». Et on va se dire « Ah ben tiens, artistiquement ça va mieux ici, explorons ça ». Donc idéalement, que dans ce genre de scènes qui sont un peu plus difficiles techniquement, on puisse donner ces alternatives-là. Mais je suis pas très bien. Et tu parlais du coup de masterclass, mais ce qu'on a oublié de dire, c'est que cette année dans le programme, il y avait quand même une nouveauté, et c'était justement cette masterclass. Donc la masterclass Pibal, elle a permis en fait au public, d'une part, de découvrir le film, mais ensuite, avec d'autres membres de l'équipe, vous étiez présents sur place pour faire découvrir un peu les coulisses du tournage. Ouais. Donc on a pu découvrir des documents de travail, c'est ça, que vous avez utilisés, et ça a permis, je pense, aussi de prendre conscience du travail qu'il y avait derrière et de toute l'organisation qu'il y a eu en amont pour faire ce court-métrage. Merci Irène pour ton témoignage, d'être venue ici et de nous avoir éclairé sur le métier de script, qui est un métier, je pense, pas des plus connus dans le cinéma, en tout cas pas pour le commun des mortels. Merci. Merci pour ton témoignage. Merci, et puis à très bientôt. Merci. Du coup, là, on a parlé justement des coulisses du tournage Pibal. Et il y a un groupe en particulier qui est allé découvrir les coulisses du festival, et notamment comment on crée ce festival du film de Contis. Donc, Tiaméco et Mathis, merci beaucoup pour vos témoignages. Merci. Et pour votre participation à cette émission plateau. On se retrouve tout à l'heure, et de suite, on va accueillir Zoé. Et bonjour Zoé. Bonjour Meredith. Comment ça va? Très bien, et toi? Eh bien ça va très bien, merci. Alors du coup, toi avec ton groupe, vous avez travaillé sur les coulisses du festival, et vous avez cherché à comprendre comment ce festival fonctionne, comment il est créé, c'est ça? Exactement. Ok, et je crois que vous avez un peu fouillé, vous avez réfléchi, vous avez rencontré du monde. Aujourd'hui, est-ce que tu peux me dire quelle est la recette pour organiser un aussi beau festival? Alors effectivement, on se retrouve tous aujourd'hui pour ouvrir ensemble le grimoire des secrets, et plus particulièrement comprendre la recette ancestrale d'un festival savoureux et réussi. Bon, avant de pouvoir pâtisser comme un chef, s'agirait déjà de connaître les ingrédients secrets de cette fameuse recette. Imaginons qu'en septembre, donc 1 an avant l'ouverture du festival, la direction, composée de Magali et Mathias, se réunit afin de travailler le
le thème et l'organisation du festival, parfois en essayant d'y ajouter de nouvelles saveurs. Par exemple, cette année, il y a eu la mise en place d'un apéro-discussion entre les réalisateurs, les réalisatrices et le public autour de la fabrication des films, pour mettre l'aspect technique en valeur et avoir l'occasion de créer du lien. Puis s'ensuit la budgétisation, qui sert en gros à savoir de quel montant ils auront besoin pour ensuite déclencher les demandes de subventions. Disons que toutes ces démarches durent entre 2 et 3 mois, soit jusqu'à janvier. Mesdames et messieurs, tendez les oreilles. Ici, l'ingrédient primordial pour un gâteau réussi, l'appel au film. Pour faire simple, pendant 2 mois, une plateforme de dépôt est mise à disposition des producteurs et productrices. Ils peuvent donc envoyer leur réalisation pour prétendre à la compétition. Ensuite commence le visionnage d'une bonne centaine de films par un jury composé de 6 personnes. Cette année, 40 films ont été sélectionnés. Sacrée salade de fruits, n'est-ce pas ? En parallèle, il y a tout un travail autour du projet Passeur d'images, qui est le programme auquel nous participons aujourd'hui. Ouvrez les rideaux ! En avril, Célia, qui est chargée de production et de communication, contacte les réalisateurs et les réalisatrices sélectionnés pour le festival. Elle prépare l'accueil, la réservation des logements et des trajets. Finalement, elle coordonne la logistique de façon à ce que le déroulé du festival soit le plus fluide possible. À cet instant précis, gousses de vanille et magie s'amènent à la cuisson. Une trentaine de bénévoles font leur apparition. Une dizaine de techniciens s'attellent au son, à la lumière et à la préparation de la diffusion pour vous proposer durant ces 5 jours de fête une dégustation mémorable mettant vos papilles à l'honneur. Merci Zoé pour cette recette vitaminée. Donc là, tu nous as montré, enfin tu nous as plutôt listé tous les bons ingrédients. Je crois que vous êtes allé à la rencontre des cuisiniers finalement qui concoctent cette belle recette, c'est ça ? Oui, c'est ça carrément. On a eu l'occasion d'interviewer différentes personnes qui travaillent au sein du festival et qui mettent une énergie démentielle justement pour la bonne création de ce festival. Et voilà, avec une super équipe par la même occasion. Ok, peut-être qu'on peut découvrir ensemble les interviews de toutes ces personnes-là et on se retrouve juste après. Carrément. Ok. Donc, je m'appelle Benjamin Faure et je suis régisseur technique du Festival de Contis depuis 3 ans. Je m'appelle Célia Druyot, je suis chargée de production et de communication du Festival du film de Contis depuis 12 ans. Je m'appelle Mathias Fournier, je suis co-délégué général du Festival du film de Contis, en charge de la programmation. Bonjour, je m'appelle Pankaj, je suis l'assistant production dans cette magnifique équipe des Contis Film Festival. De la préparation, de l'anticipation et une cohésion d'équipe. Il faut des réalisateurs, des réalisatrices, il faut les équipes qui viennent présenter les films. Il faut le soleil pour les apéros le soir, les soirées ensuite avec la musique, les DJ. Je pense qu'il faut des bons films, je pense qu'il faut du public et également des échanges. Ah ouais, difficultés qu'on rencontre. Des fois, c'est la communication, des fois, parce qu'il y a plein de choses. Il y a des choses qui n'est pas prévues, peut-être dernier moment on oublie, mais on est cool, on essaie de gérer. Encore, c'est la même chose, besoin, la souris et tout. En gros, on essaie de gérer. Même s'il y a des difficultés, mais on ne pense pas que c'est la difficulté. Hein. Alors les difficultés qu'on rencontre, elles sont principalement liées à cette salle du cinéma de Contis. Elle est dans un état de détérioration avancé. On essaie de faire au mieux pour pouvoir quand même organiser le festival dans de bonnes conditions. Mais on va dire que c'est notre principal obstacle. Moi, personnellement, je me rends utile, je me sens utile. J'ai l'impression de faire le lien entre un public et des artistes et des œuvres. Et d'être juste ce petit lien invisible, la petite fourmi qui permet qu'ils se rapprochent et qu'ils se rencontrent. Et ça, c'est une expérience. Quand tu es cinéphile ou quelqu'un, tu aimes bien le cinéma, c'est très sympa de rester ou participer dans le festival qui est autour du cinéma. Toi, adores le cinéma, toi adores encore plus quand tu participes dans le festival, quoi. Je trouve que c'est intéressant parce que, encore une fois, il y a des imprévus qui vont arriver. On travaille avec une équipe, il y a de l'échange. C'est chouette aussi de découvrir des personnes avec qui on n'a jamais travaillé. La découverte, l'échange et la fête. Accompagner tout le monde en donnant de son propre place. Tous les âges, tous les supports, on peut donner à tout le monde. Être content, être heureux. Et voilà. Il y a une entraide, une atmosphère très riche, des gens fort sympathiques. On est dans une petite commune, c'est un petit festival
mais il y a de grandes rencontres. Je pense le début, c'est important. Ça valide si on a fait assez de bruit pour le festival et après, chaque jour, il y a une autre programmation et différents types de gens qui viennent. Je pense que le premier jour, c'est très important. C'est quand j'accueille les personnes parce que ça fait 3-4 mois que j'en les ai par mail, par téléphone. Et quand je les accueille et que je découvre leur visage, je me dis ça y est, on y est, bienvenue à Contis. Le moment important du festival, il y en a beaucoup, mais c'est la compétition européenne de court-métrage. Et il y a une journée qui est très particulière dans la préparation, c'est quand on se retrouve avec le comité de sélection, tous les 6 pendant une journée entière pour parler de 100 films. C'est une journée qui est absolument incroyable et on arrive à quand même rester amis à la fin, mais c'est vraiment ce que je retiens pour ma part du travail du festival. Eh ben, merci, au revoir et à bientôt. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Merci beaucoup. À bientôt. Super, magnifique rencontre. Ça donne envie en tout cas de rencontrer cette belle équipe. Sylvie, bonjour. Bonjour. Vous êtes la présidente de Contis Culture Cinéma. Oui. Donc l'association qui œuvre pour la création et la réalisation tous les ans de ce festival. Merci d'être présente aujourd'hui pour cette émission. Eh bien, pour commencer, on va faire une petite interview. Oui. Alors, exactement, qu'est-ce que Contis Culture Cinéma ? C'est une association, en fait, qui organise le festival de Contis tous les ans. Cette organisation, elle commence dès demain, enfin non, dès après-demain, parce qu'un festival suit l'autre et c'est vraiment un long travail. Très bien, merci pour cette réponse. On vous propose une petite expérience de pensée qui se base sur si Contis Culture Cinéma était une personne, qu'est-ce qu'il ferait dans la vie ? Réalisateur. Très bien, deuxième question. Quel genre de film aimerait-il regarder ? Tous les films, parce que je pense que justement ce festival, c'est tous les films des pays différents, des genres différents, des cultures différentes. Super chouette. Troisième question, quelle serait sa couleur préférée ? Bleu. Bleu. Enfin, c'est la mienne de couleur préférée. Et avant-dernière question, il serait fêtard ou casanier ? Oh, fêtard. Fêtard, ça s'ensuit. Dernière question pour finir, est-ce que tu pourrais nous dire ce que tu penses de la relation des jeunes au cinéma ? Je trouve que c'est très rafraîchissant de ce que je viens de voir. Je pense que c'est intéressant d'avoir vos avis, parce que nous, parfois, on a des idées bien arrêtées, et le dialogue, c'est primordial. Et si on veut se comprendre les uns les autres, si on ne veut pas qu'il y ait une fracture, comme on a tendance à dire qu'il y a entre les jeunes et les plus âgés, moi je trouve que c'est important qu'on se comprenne. On a des choses à apprendre les uns des autres. Le dialogue, c'est fondamental. Et je pense que ce festival, c'est ça aussi. Voilà. C'est clair. Super chouette, un mode de pensée empli de belles valeurs. Donc cette année, c'est la 29e édition. Oui. Demain, elle s'achève déjà, oui. Après une année de travail. Quel est ton ressenti par rapport à cette édition ? Voilà, qu'est-ce que tu ressens, toi ? Qu'elle s'est bien passée, ça c'est important, que tout le monde a l'air content, ça aussi c'est important, et voilà, que c'est joyeux. Et je pense qu'on a besoin de joie en ce moment. Oui, clairement. Clairement. Heureusement que vous êtes là et que ce rendez-vous annuel est là voilà, pour marquer aussi quasiment l'entrée de l'été. Le festival, c'est quand même un lieu emblématique qui participe clairement à l'identité aussi de Contis et qui est cher qui est très cher au cœur des Contissois. Des Contissois. Tout à fait. Sylvie, merci. Je vous en prie. On arrive à la fin de cette belle émission plateau que nous aussi on a mis un petit peu de temps à réaliser quand même. Donc c'est l'heure des remerciements. Donc déjà merci à Contis Culture Cinéma de nous avoir permis de réaliser ce beau projet Passeurs d'images. Un grand bravo à tous les jeunes qui ont participé à la réalisation de cette émission. Donc ils sont tous là, on les voit pas mais en coulisses. Donc voilà, bravo. C'est le moment. Un grand bravo aussi à la régie pour la réalisation de cette émission, à Emmanuel pour ses précieux conseils et son accompagnement qui a été riche cette semaine.
Je vais sans doute oublier du monde, mais voilà. En gros, un grand merci à toutes les personnes qui ont contribué de près et de loin aussi à cette belle émission. Et on se retrouve l'année prochaine, j'espère. Nous serons là. Super. Merci. Au revoir.